Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du club. Et oui, la veste est de sortie, la trousse est prête, elle est même ouverte et les crayons taillés. C'est la rentrée, 6e saison du club qui vous ouvre ses portes pour plein de nouveaux athlètes, plein de nouvelles fédérations à rencontrer. On a eu, j'imagine comme vous derrière votre écran, pas mal de mal à redescendre de notre joli nuage, celui des JOP de Paris 2024. C'est magnifique. Jeu que l'on a pu vivre ensemble et on a décidé de prolonger ce sentiment de liberté, ce sentiment aérien de planer avec ceux qui seront nos ambassadeurs de cette saison 6 en quelque sorte. Et oui, Grégory Crozier à ma droite et puis avec lui Karine Joly, un duo de haute voltige, nos ambassadeurs du parachutisme sportif en France. Salut Grégory. Bonjour, merci de nous recevoir. Ça va bien ? C'est top, oui. C'est top. Merci Karine de nous accompagner également avec votre sourire accompagné de votre joli matériel. Vous allez nous amener dans votre parcours, un parcours jalonné de titres, jalonné de records. On va aussi parler de tranches de vie parce que à s'associer à un sport de haut niveau, c'est aussi forcément y consacrer beaucoup de temps. Et puis on parlera évidemment, et ce pour commencer, de votre discipline, le Free Fly, puisque c'est ça dont il va être question dans la prochaine demi-heure. Vous êtes OK ? Allez, sur le mode opératoire ? C'est parti, première partie, fait décodage. On est avec 2 des 50 000 licenciés, de la Fédération française de parachutisme. Et d'ailleurs, j'imagine, Grégory, Karine, que que ça se resserre encore plus en termes d'élite au niveau de la pratique de votre discipline phare, le free fly. Vous savez, l'un ou l'autre, d'ailleurs, l'un comme l'autre, combien de pratiquants officiels au sein de la fédération, c'est peut-être piège. On ne le calcule pas, mais c'est vrai que nous, on fait partie des disciplines artistiques. Donc, en gros, ça fait plus de 50 ans que le parachutisme sportif existe. Et ça fait, dans les années 2000, donc ça fait 23-24 ans que les disciplines artistiques sont arrivées. Oui. Et c'est vraiment le vol 3D, ça a été la révélation. Avant, je pense que tout le monde a des images inconsciemment de gens qui ouvrent tout de suite leur parachute et qui font des figures sous voile, ou ces fameuses configurations de personnes à 4 qui font un maximum de points. Et donc voilà, début des années 2000, la 3D arrive, on vole tête en haut, on vole tête en bas, on tourne les uns autour des autres, au-dessus, en dessous. Donc cette révélation-là fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 50% des pratiquants qui pratiquent maintenant la discipline artistique. Mais combien exactement ? Je ne sais pas. Grégory a déjà dévoilé quelques-unes des subtilités de votre discipline qui est donc reconnue par la Fédération internationale aéronautique depuis 2000. Les chiffres sont bons, bravo. Grégory, discipline artistique, au-delà de ce canevas de départ, est-ce que vous pouvez, par exemple, Karine, nous expliquer les grosses nuances par rapport au kidam qui va avoir son parachute sur son dos et qui va s'élancer pour un baptême. Tout est parti de là d'ailleurs pour vous, mais au-delà de cette histoire personnelle sur laquelle on viendra, déjà expliquer ces nuances par rapport à cette fameuse 3D dont parlait votre compagnon. Oui, tout à fait. Alors quand on apprend à sauter en parachute, en solo ou comme vous l'avez dit en tandem, on va prendre la position la plus aérodynamique qui soit pour l'ouverture du parachute, c'est-à-dire la position à plat. Comme on a le parachute dans le dos, au moment de l'ouverture, il monte en vertical, il n'y a aucun obstacle et donc c'est vraiment cette position-là qu'on va chercher à dompter dans un premier temps, puisqu'on est sur un coussin d'air qui est un petit peu, j'aime bien comparer ça à un taureau mécanique. Quand on est, quand on est à plus de 200 km/h sur un coussin d'air, ça bouge un petit peu partout. Ça a envie de nous envoyer à droite, à gauche. Donc au début, on apprend à maîtriser son corps sur cette simple dimension, on va dire, qui est le plat-ventre. Et puis après, il y a notre dimension à nous, qui est la 3D, où on va chercher à dompter un petit peu la position assise, la position avec la tête à l'envers. Et puis on va commencer à se déplacer sur la tête un petit peu comme des satellites autour d'une planète. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'arriver en fait à chaque étape à maîtriser un petit peu mieux son corps et ses déplacements dans la masse d'air. Et pour en arriver là, évidemment, il y a forcément énormément d'étapes. Et j'aimerais qu'on se mette un petit peu en position de conduite avec le rétro pas loin pour justement aller jusqu'à ce qui vous a fait devenir champion du monde en 2018 de cette discipline en duo. On a parlé d'une discipline qui peut être un peu confidentielle au départ. Grégory, vous, votre connaissance du ciel, c'est une histoire de filiation. Je crois que votre papa pilote vous a amené à avoir quelques prérequis, en tout cas, dirons-nous.
Bah alors, c'est marrant parce que oui, il était clairement dans l'aéronautique. Il était 25 ans compétiteur FAI aérostier de vol en montgolfière. Oui, il y a des compètes de vol en montgolfière, c'est personne. Ah si, on en voit tous les étés Bon. dans les ciels de province, on connaît. Mais peu de gens connaissent qui est aussi un univers de compétition. En tout cas, oui, il faisait de l'avion, il faisait de la montgolfière et effectivement, il m'a emmené une fois sur une structure qui faisait aussi du parachutisme. Et j'avais 7-8 ans et puis j'ai vu justement ces voiles s'ouvrir et ces gens se poser devant moi. Et ça a été la première finalement relation que j'ai pu avoir avec le parachutisme. Et c'est quand même plus tard, 11, 12, 13 ans, qu'il y a eu toute cette série de films hollywoodiens qui essayaient d'intégrer à chaque fois des scènes les plus folles possibles de chute libre. Et là j'ai eu vraiment le déclic. Et c'est marrant parce que je n'avais pas encore sauté, mais c'était une certitude que j'en ferais ma vie. Ouais. Avec Superman comme série préférée pour Greg, je crois, ce qui est, ma foi, fait générationnel, une bonne séquence. Karine, 12-13 ans, ça ne vous parle pas du tout à cette époque-là. Le parachutisme vient vers vous bien plus tard. Tout à fait. Moi, à 12-13 ans, je suis plongée dans mes dessins. Ok, très bien. Autre univers. Et puis non, c'est à 18 ans, effectivement, pour marquer le coup, j'ai ma famille qui décide de me faire la surprise et de m'emmener faire un saut en tandem. Dans la structure de Lyon. Et là, c'est la révélation. Je n'ai jamais ressenti autant d'émotions, autant de choses d'un coup. Et quand je me pose, je vais les voir et je leur dis, écoutez, il faut absolument que tous vous essayiez de faire ça. C'est incroyable et je vais faire ça toute ma vie. Alors, il y a ce baptême et j'ai déjà entendu dans d'autres parcours des gens qui, à l'essai, ont été plus que séduits et se sont dit « Ok, il faut que je poursuive ». Mais si vous me permettez, il y a encore un monde entre le baptême, le premier regard vers des parachutistes et puis après votre carrière émérite et celle qui est votre quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui vous a en tout cas donné ce sentiment voilà, presque extatique, j'imagine, de vouloir poursuivre dans le free fly. Dans le free fly, particulièrement. Alors, comme je le disais, tout le monde s'oriente, les jeunes en tout cas, automatiquement s'orientent sur le vol 3D. Et donc, tout le monde pratique le free fly à son niveau, évidemment. Après, ce qui est super intéressant en France, c'est que le niveau est tellement élevé. À l'époque, on avait déjà Fred Evans qui gagnait toutes les compétitions. Donc, bien sûr, il y a toujours le petit magazine, c'était le Paramag. Donc, quel que soit le niveau de pratique, qu'on ait 10 sauts ou 1000, tout le monde était déjà en train de voir que les compétences françaises dans cette discipline-là, que tout le monde avait envie de choisir, étaient énormes. Donc, tout le monde était attiré par ça. Mais je le dois surtout à Karine, le fait qu'on ait fait de la compétition. Ah, anecdote? Tout à fait. Oui, donc en fait, le pied à l'étrier, une fois qu'on commence la discipline à sauter, je pense chacun de notre côté, on pousse pour apprendre ses positions en 3 dimensions, puisque pour moi, c'est plus rigolo en fait d'aller chercher justement la 3D que de s'en tenir à plat. Le dessin au plat, hein, ça vous avait ému, mais voilà, la 3D, c'est autre chose. En 3 dimensions, c'est plus sympa. Et puis en fait, quand on s'est rencontrés, on a eu une discussion où on parlait un petit peu de la façon de mener sa vie. Et je lui disais, moi, j'essaye de tout faire pour pas avoir de regrets. Et je lui demande si lui, il estime qu'il en a. Et il me dit que tous les sports qu'il a pratiqués, il les a poussés à haut niveau, sauf un. Et il est trop triste parce qu'il aurait trop aimé un jour avoir eu l'idée de faire de la compétition en parachutisme. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit, oui, parce que bon, maintenant, je suis trop vieux. Je dis, mais on a 26 ans, qu'est-ce que tu racontes? Viens, on y va. Et du coup, juste pour pas qu'il ait de regrets, on a dit, allez, on fait une équipe et puis on se lance. Et puis voilà. Waouh! Donc vous aviez débuté chacun de votre côté et finalement, c'est comme ça qu'un couple est né, c'est avec cette anecdote, j'imagine. c'est réellement, c'est très beau d'estampiller une relation avec ce pari donc gagnant qui vous amène après avoir découvert chacun de votre côté à être évidemment accompagné d'un vidéoman, ça on est d'accord et on en reparlera tout au long de vos sauts partout dans le monde, mais évidemment à être ensemble et de progresser ensemble en créant une équipe 2008, c'est ça? C'est ça, naissance de l'équipe. Comment s'appelle-t-elle? Airwax. Airwax. C'est dur de trouver un nom d'équipe. Hein. C'est très important, ça fait partie du truc. Ouais. Très bien. Et qui vous a amené à disputer des compétitions internationales à partir de combien de temps après que ce duo-là se soit formé? 2012, première Coupe du Monde. Et on n'était pas censé la gagner, celle-ci, parce qu'il y avait des gens plus forts que nous. Mais comme quoi, ça fait partie du sport. C'était des compétiteurs russes qui étaient devant nous. Et ils ont commis une erreur assez grave sur le saut numéro 5, donc le deuxième imposé.
Et une grosse erreur. Et du coup, ils ont perdu beaucoup de points, alors qu'ils étaient tranquilles normalement, et on est arrivé à passer devant eux. Donc on a gagné une Coupe du Monde en 2012 qu'on n'était pas censé gagner. Alors, cette étape de la compétition et le fait que vous suggériez déjà lié de la structuration me fait vous demander, vous interroger sur le pourquoi du comment on arrive en compétition à vous départager. Qui dit discipline artistique dit juge, dit donc critères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le mode opératoire de la compétition, ces 7 sauts sur lesquels vous êtes jugés, avec sur ces 7 sauts 2 qui sont imposés, le 2e et le 5e, et après le reste, eh bien, c'est l'alchimie, c'est votre créativité qui opère. Je me trompe? C'est parfait. Vous pouvez développer. Oui, tout à fait. En fait, donc, on doit présenter 5 fois un programme libre qu'on a établi. C'est un petit peu comme le patinage artistique. Donc on travaille sur un programme pour la fluidité des figures, la créativité, la technicité. Et on va essayer de mêler tout ça et de le répéter pour que systématiquement on arrive à le reproduire. Je vous coupe Karine parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que l'architecture justement de vos sauts lors des mondiaux en Australie. Le cadre est dingue, mais regardez surtout ce que font ces 2 petits bonhommes en rouge qui sont présents sur notre plateau. C'est une dinguerie, et je vous laisse reprendre Karine évidemment pour nous expliquer comment vous concevez ça, et surtout comment ça se passe en termes de notation aussi. Oui, tout à fait. Donc là, le saut que vous êtes en train de regarder, c'est le saut libre, justement. Notre création, donc on a choisi ces figures. De toute façon, il y a le final qui arrive. Je fais une micro... Ah oui, le vidéoman qui passe dans cette porte-là, c'est bon. J'ai la chair de poule à chaque fois que je la vois, celle-ci. Donc oui, le final, c'est vrai que Baptiste Welch, notre vidéoman pour les championnats du monde, a été vraiment incroyable. En plus, c'est une belle histoire parce que c'était notre élève à la base. Et puis, il est venu prendre des cours avec nous. Et puis, c'était un élève vraiment surdoué. Et donc, on l'a monté au niveau. Et puis, on a fait une équipe ensemble et on a gagné ensemble. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Donc ça fait 7 sauts, ça veut dire une demi-journée à peu près? Comment ça se passe? C'est plus que ça? Alors parce qu'il faut remonter. Oui, en fait, puis on est dépendant de la météo. Donc en général, ça se passe sur 2-3 jours. Okay. Et on vient le matin, on s'échauffe, on se prépare et on attend les appels, puisqu'il y a plusieurs disciplines qui vont faire la compétition en parallèle. Donc des fois, il y a un appel pour l'artistique pour nous, puis ensuite, ça va être l'appel pour les disciplines à plat, puis l'appel pour les disciplines sous voile. Donc on s'alterne un petit peu comme ça. Et donc, dans une journée, on peut faire 2 ou 3 sauts selon la météo et puis l'enchaînement aussi des autres disciplines. Donc, on a 5 fois notre programme libre à montrer pour afficher le fait qu'on maîtrise notre tempo, que les figures sont maîtrisées aussi, qu'à chaque fois, on arrive à tenir et pas se faire justement envoyer en l'air par le taureau mécanique invisible. Le fameux rodéo aérien qui est le vôtre. C'est ça. Et puis après, on a donc ces 2 sauts qui viennent ponctuer un petit peu la compétition. Un en début de compétition, donc le 2e round, le 2e saut, c'est une figure imposée. Donc on a 4 figures à préparer en amont et on les présente. Donc on est noté artistique et technique. Et après, il y a une moyenne de notes. Donc, on a 5 juges qui vont nous donner une note. Ils enlèvent la moins bonne et la meilleure pour avoir quelque chose d'un peu plus pondéré. Et juste pour les gens qui ont regardé, donc... on a tous regardé là. Et passé la première fois, et là c'est la deuxième fois qu'on le voit, c'est la création libre. Et il y a eu les 2 imposés aussi qui ont été présentés. Ces 3 sauts-là, c'est 45 secondes. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lâche l'avion, le compteur se met en route, les juges mettent en route finalement ce fameux décompte, et à l'issue des 45 secondes, ils coupent. Il faut vraiment maîtriser ce temps, c'est-à-dire que ça devient une musique. On est capable, on le répète tellement au sol, on est capable de savoir si on est légèrement en retard ou en avance pour justement finir constamment dans les temps. Si on finit à 43 secondes ou à 47 secondes, il y a des grosses pénalités. Le 47, ça serait la pire, parce que du coup, on serait coupé d'ailleurs, figé à l'écran. Mais donc la pénalité est encore pire, mais il faut vraiment maîtriser. C'est vraiment de la musique. Et évidemment, avant de vous interroger sur l'entraînement, parce que vous l'avez suggéré, c'est le nerf de la guerre, et les conditions d'entraînement m'interrogent évidemment, et vous aussi j'imagine derrière votre écran. Avant cela, qu'est-ce qui fait la difficulté justement d'un saut? Parce que là, on parle de dimension, pour les kidam comme moi, c'est la 4e dimension, ce que je viens de voir. Vous parlez déjà, vous nous mettez en bouche avec l'idée du rodéo, mais il y a quand même cette
cette chute libre quand même, cette attraction qui renforce la difficulté. Quand je vous vois être la tête sur le dos l'un de l'autre, cette force-là, c'est monstrueux. Comment est jugée cette difficulté et qu'est-ce qui permet aux juges d'être sûrs de ce qu'ils avancent? Alors c'est un petit peu ça toute la difficulté finalement. On a essayé de créer des grilles de difficulté en disant il y a des catégories de mouvements qui vont rentrer dans telle ou telle grille au niveau de la technique. Mais ensuite, il y a aussi toute la partie artistique et créative d'arriver à combiner certains mouvements qui normalement ne vont pas ensemble. Vous parliez justement de notre figure emblématique où Greg et tient sur mon sac la tête en bas. Là, on a fait exprès de jouer sur des domaines complètement opposés. C'est-à-dire que le domaine du plat-ventre, qui est celui que je tiens en bas, où c'est maximum frein quelque part, et le domaine de la tête en bas qui serait maximum accélération. Donc on a essayé de trouver comment est-ce qu'on pouvait combiner ça pour que ça tienne. Et en fait, moi, je lui prends tout l'air à Greg sur cette position-là. Donc lui, il est uniquement en gainage. Et c'est uniquement à la force du gainage qui tient au-dessus de mon sac. Sachant que, donc, vous avez vu, les casques sont ronds. Alors, vous pouvez nous les présenter. Vous pouvez nous le présenter d'ailleurs, ce casque qui est à vous, hein, c'est perso? Oui. Waouh! C'est nos casques. Donc là, il y a une accroche pour mettre un support de caméra. Ouais. Mais pour le championnat, on n'en avait pas. Donc vous voyez bien, c'est tout rond. Et puis le parachute, lui, n'est pas très plat non plus. Et donc, il fallait qu'il trouve en fait comment placer sa tête pour garder son équilibre. Donc c'était vraiment très subtil. Et on n'était pas peu fiers d'avoir réussi à maîtriser cette figure. On en a glissé quelques-unes avant en sortie d'avion. En tout cas, oui, pour les gens qui regardent nos vidéos, c'est peut-être difficile à estimer la difficulté, comme on dit, mais en gros, si on est tête en bas ou tête en haut, c'est plus ou moins difficile. Si on se tient la main ou si on fait les mouvements sans se tenir la main, c'est plus ou moins difficile, surtout si on switch sans arrêt d'une position à l'autre. Et puis, il y a des lignes de vol. Voilà. Le fait de faire des arrêts et repartir dans l'autre sens, on en fait un qui est très osé, où le vidéoman il passe par au-dessus, il s'arrête et il revient, parce que la ligne de vol aussi de mise en scène du caméraman va rentrer en ligne de compte dans la note technique. Donc en fait, on va alterner des vols synchro. C'est pour ça qu'on s'inspire aussi des vols Patrouille de France. Et on va alterner avec des figures justement très... Cirque du Soleil. Voilà, inspirées par le Cirque du Soleil, des trucs les plus élaborés possibles et les plus esthétiques possibles. Et c'est cette combinaison au total, avec la grille justement très facile à identifier de est-ce qu'ils sont tétons ou tétons bas, est-ce qu'ils se tiennent ou pas la main, est-ce qu'ils sont face au caméraman ou dos au caméraman. À la fin, finalement, on arrive à décrypter, on ne le fait pas nous quand on le regarde comme ça avec vous, mais on pourrait le décrypter chaque seconde du saut et dire ah oui, en difficulté, ça vaut effectivement ça. Très bien, ça amène un petit peu de rationalité dans ce qui est très très esthétique. D'ailleurs, vous êtes qualifié sur les règlements de performeur. Donc il y a cette idée de show, on aura l'occasion d'en reparler peut-être lors de la deuxième partie sur vos projets à venir. Mais avant cela, et avant d'y passer à cette deuxième partie, l'entraînement justement, parce que pour produire ces performances-là, j'imagine qu'il y a au bureau, devant des écrans en vidéo et puis surtout en soufflerie, une quantité d'heures de travail. D'ailleurs, vous l'avez peut-être quantifié, mais avant cela, comment se décompose justement cette phase entre la mise en image de cette créativité, en chorégraphie, et puis derrière les tests de tout ça, Karine? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a plusieurs étapes. Donc au départ, on commence souvent par les sauts d'imposer, où on va essayer de décortiquer les figures et d'aller au plus simple et de prendre juste une seule figure et de la répéter un maximum de fois pour comprendre un petit peu où est-ce qu'il faut se placer l'un par rapport à l'autre pour être le plus efficace possible et pour répondre aux critères des jugements qui sont exigés. Ensuite, quand on part sur la partie artistique, par exemple, moi je vais imaginer un truc, je me dis tiens, ça ce serait pas mal si tu arriverais à me prendre le pied et qu'on serait filmé plutôt comme ça et qu'ensuite on enchaînerait avec tel mouvement. Donc je vais soumettre mon idée à Greg qui lui est plutôt le technicien, on a chacun nos spécificités dans l'équipe. Et puis Greg va dire ouais alors ça ok c'est jouable mais il faudrait qu'on passe 50 sauts d'entraînement juste là-dessus, ça fait un peu trop donc on peut peut-être trouver un compromis. Alors là on cherche autre chose donc ça passe par un côté un peu écrit entre guillemets ou des dessins. Quoi. Voilà, des fois on prenait des vidéos avec des petits mannequins parce que c'était trop dur à écrire ce qu'on faisait en 3 dimensions. Et puis ensuite on va essayer en l'air, on regarde la difficulté. En général ça marche très rarement du premier coup, on va être honnête. Mais on estime, ça nous donne une idée, ok, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait.
mais ça vaut le coup de persister, comme la fameuse figure, ou c'est jouable et on va la voir bientôt, on continue là-dessus. D'accord. Et il y a d'abord, j'imagine, un travail au sol, peut-être un petit peu presque gymnastique comme on verrait sur le freestyle, mais peut-être pas de ce point de vue-là. Mais surtout après, la visibilité de tout ça, la concrétisation, c'est la soufflerie sportive. C'est ça, Voilà. Greg, derrière ? Alors c'est un outil qui est absolument fabuleux. On a vu des images d'ailleurs à Paris, à Marseille, hein, de vos différents entraînements en soufflerie sportive. Oui, on a la chance d'en avoir de plus en plus. Ça, c'est un atout majeur, c'est sûr. Mais c'est un outil qui a changé la face de notre sport, clairement. Alors, on a, nous, pas trop besoin de répéter forcément au sol, parce que c'est tellement de la 3D, et c'est tellement des fois le vidéoman qui passe dessous, donc je ne vais pas mettre ma tête en équilibre sur Karine qui aurait son parachute en demandant au vidéoman de prendre une échelle et de sauter au-dessus. Le travail au sol, c'est l'entretien physique en fait auquel vous vous astreignez. Mais, donc la soufflerie, on en fait un maximum, le plus possible en fait, parce que c'est ce qui va permettre individuellement de devenir le plus compétent, le plus fort possible. C'est quotidien ? Non. C'est pas quotidien dans votre vie ? Ça dépend des saisons. Ça dépend des fois, on fait des blocs d'un mois où on vole tous les jours pendant un mois. Ça dépend, voilà. Chaque année, aucune année se ressemble. Mais en tout cas, voilà, là, on voit une évolution à Paris. Donc, je me défoule. Je fais un petit peu tous les mouvements possibles, imaginables. Je fais mes gammes. C'est beaucoup de gainage, ouais. C'est du gainage, c'est tout en puissance. J'essaie de garder mon corps justement tendu un maximum, c'est-à-dire avoir un maximum de puissance. Donc, à chaque fois que je vais quelque part, j'y vais à fond. Donc, il faut vite avoir un plan pour repartir dans l'autre sens ou pour ressortir, comme je viens de le faire. Alors que ce que nous, on y voit en tant que profane, c'est quelqu'un qui ressemble à une feuille de papier et qui est complètement relâché. Alors que vous nous dites qu'il y a toute cette tension musculaire qui est présente. Et vous êtes filmé par vous, Karine, il me semble, sur ces images. Donc c'est très, très chouette. Les souffleries, le travail, je vous avais suggéré un nombre d'heures. Vous êtes capable de l'avoir, ça, annuellement ? On ne peut pas les compter. Ouais. Je pense que quelqu'un qui réalise un film, ça va être un peu pareil, sauf que nous, c'est un film sur 10 ans. C'est 10 ans pour gagner le titre. C'est, comme a dit Karine, beaucoup d'heures à filmer des petits bonhommes, des heures à se réveiller ou des fois au milieu d'un restaurant ou des fois en voiture, on dit « Oh, et si on faisait ?» et tout est sans arrêt source de peut-être remettre en question un mouvement ou aussi peut-être améliorer la mise en scène de ce mouvement. Parce qu'il y a des choses qui sont très belles, mais qui des fois sont un peu décevantes, le rendu visuel. Et des fois l'inverse, un mouvement qui n'est pas si compliqué, si le vidéoman il fait une mise en scène incroyable. Donc c'est 10 ans de travail pour arriver à créer ça, quoi. Et même un petit peu plus, qui vous amène, ça c'est quantifiable, à 16 titres internationaux, 27 titres nationaux, et puis plusieurs records du monde et d'Europe. C'est un duo qui fait un tabac. Vous parliez de réussite, de moments où vous percutez sur des choses au restaurant. Est-ce que dans votre éthique de travail, le fait d'être un couple à la ville, question qui a dû déjà vous être posée, vous sentez que c'est quand même une petite plus-value justement sur ces moments d'intimité qui deviennent une résurgence un petit peu professionnelle ? Ça participe de vos succès, Karine ? Je pense que c'est la clé de voûte de notre couple, c'est ça, hein, de notre duo ou trio même, quand on était avec notre vidéoman. Mais c'est vraiment, nous, le fait de baigner en fait, tout le temps dedans, c'est ça, il n'y a pas de limite en fait, entre guillemets l'univers du travail et notre univers personnel. Donc en fait, on est impliqué dedans en permanence et c'est vrai que c'est une force incroyable. On a une complicité. Je veux dire, en l'air, on se regarde, on sait exactement ce que pense l'autre. Il n'y a pas besoin de mots et ça tombe bien puisque c'est quand même difficile de discuter. Des mots, on va en mettre sur votre présent et sur vos projets à venir dans cette deuxième partie d'émission Fait débat. Des projets du présent et notamment sur ces derniers mois. 5 records du monde battus en 4 mois par vous deux. D'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce qu'un record du monde dans ce contexte-là dont on a parlé, qu'il était question de notation, de juge? Ça veut dire avoir des meilleures notes ou ça veut dire aller vite sur un nombre de figures? Alors, il y en a beaucoup de records du monde. D'accord. On a évidemment, ont été établis, c'est pas nous, hein, le saut le plus haut, la vitesse la plus élevée atteinte en chute libre. Il y a énormément de possibilités de pousser justement les performances. Surtout en chute libre. Mais nous, on s'attache plutôt au record de vol en grande formation. On trouve ça vraiment extraordinaire pour l'expérience humaine que ça procure. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être la plus grande formation possible et on va essayer justement de soit construire une figure géante,
soit construire une figure un peu plus modeste en taille, mais du coup de faire plusieurs figures. Une fois qu'on est sûr que tout le monde a fait la connexion, il y aura un signal et puis on va essayer de faire un deuxième point, un troisième point, un quatrième point. Donc c'est ce genre de record de vol en grande formation qu'on adore. Voilà, on donne des mouvements tête qui veut dire qu'on passe au point suivant. Voilà, il y a 4 points et là c'est en génial. 50 secondes, la tête en bas, vous arriverez à en faire 4. Des records qui ont pour point commun que eh bien, votre équipe Airwax s'exile aux États-Unis à chaque fois. Il y a un record notamment en Floride, il y en a un autre en Californie, il me semble, sur ces 5-là. Expliquez-nous tout simplement cet exil, parce que je crois que dans les palmarès, il y a une vraie école du parachute française quand même. Pourquoi donc les États-Unis, c'est un Eldorado en la matière ? Alors, la spécialité des États-Unis, c'est qu'ils ont beaucoup d'espace et des drop zones assez gigantesques, donc une flotte aérienne qui suit. Nous, en France et en Europe en général, c'est difficile d'avoir plus de 2 avions sur une même drop zone. D'accord. Là-bas, c'est très commun. Donc pour les grandes formations… Pour recevoir des gens, là, quand on tentait de faire des 200 personnes, ça se passait du côté de Chicago, où ils ont déjà une flotte aérienne impressionnante avec je ne sais pas combien de Twin Otter déjà sur place, et ils n'ont plus qu'à faire venir 2 ou 3 avions supplémentaires pour les 11 avions qui volaient en formation à ce moment-là. Voilà, 11 avions en formation pour libérer les 200 personnes. Là, récemment, donc, on a fait en Arizona un record de nuit où on avait besoin que de 2 avions, puisque c'était un record établi. De nuit, c'est quand même assez spécial. On a les images, Karine, c'est juste dingue. Alors là, vous ringardisez totalement un clip de Daft Punk. Hein. Ils sont mis à la retraite, vous avez le casque, mais alors en plus, vous avez un spectacle pyrotechnique de folie. Donc ça, c'était aussi cette année en Arizona. Donc spectacle pyrotechnique avec, pour vous, un équipement qui a dû être unique. J'imagine. C'était très particulier. Oui, parce que alors déjà, faire des records de jour, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que pendant 5 ans, on n'y est pas arrivé. À part Karine qui a établi un record du monde féminin. Mais sinon, pendant 5 ans, c'était un peu la traversée du désert. Les records échouaient. Ce qui prouve que c'est quand même difficile de faire en sorte d'avoir 100 ou 200 personnes en fonction de si on est tête en haut ou tête en bas. Oui, c'est vrai que 5 records du monde en 4 mois, je l'ai un peu, ça fait un petit peu banal de le dire, mais vous avez raison de recontextualiser la singularité de cette accumulation-là. Et là, ce record du monde, nous, clairement, on ne pensait jamais vivre ça de notre vie. Avec Karine, on était invités à établir une formation. Donc là, c'était 44 ou 45 au début, finalement. On a fini à 42, mais c'est extraordinaire. Donc on s'est transformé en météorite l'espace de quelques jours. Et c'était une expérience mais complètement dingue, très technique, très exigeante. Il fallait rester dans le noir total pendant la durée du vol parce que les avions volaient en formation. Les 2 pilotes, pour bien se voir, avaient besoin qu'il n'y ait aucune lumière. On avait l'appel à 4 minutes où là on avait enfin le droit de mettre en route nos combinaisons à LED. D'un coup c'était Daft Punk, voilà, clairement. Et puis l'appel à 2 minutes, tout le monde se levait délicatement, mettait en route les détonateurs, les petites antennes sur le pied gauche parce qu'il y avait les 4 tubes de pyrotechnique prêts à être déclenchés, qu'il ne fallait surtout pas déclencher dans l'avion parce qu'on a de l'oxygène. Et bien sûr, ça aurait pu faire encore une autre forme de météorite. Oui, Moins heureuse. Donc c'était très exigeant, mais c'était à vivre, c'était complètement dingue. Ah oui, il n'y a pas eu de fait divers, mais il y a eu beaucoup de jolis faits là. Alors, je rebondis quand même très rapidement. Tous les gens qui vivaient très proches de la drop zone, en plus, il y a des activités militaires de nuit assez régulièrement, donc ils ont tout de suite compris que c'était des parachutistes. Par contre, on a retrouvé des vidéos sur les réseaux de gens qui vivaient à 15-20 km de la drop zone et qui n'ont pas eu, d'ailleurs à ce jour, toujours pas eu d'explication et qui ont clairement appelé la police en disant « mais il y a une météorite qui est en train de tomber ». Pas très vite, et puis elles se séparent, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pensé à des aliens. Et oui, des ovnis, vous étiez ces fameux ovnis qui sont donc identifiés pour nous sur le plateau de Sport en France. C'était en tout cas des magnifiques images. Et d'ailleurs, j'insiste, mais qui vous ont permis, ces images et cette séquence, de rencontrer une légende du cinéma, je crois, Tom Cruise. On parlait de la série Superman, voilà un autre acteur à succès. Vous l'avez briefé pour la cérémonie des JO depuis vous avez son 06, Karine ? Je crois que lui, on a besoin de le briefer pour grand-chose. Non, mais c'était… Alors, on a été… déjà, on a eu la chance d'être invité à l'Élysée. Alors, c'était pour une autre raison, mais du coup, on a pu rencontrer notre président et lui offrir justement cette image de ce record du monde. Ouais. Donc, on a vraiment eu énormément de chance de vivre cette expérience parce que ça ne peut pas être plus visuel et on a besoin de ça dans notre sport qui est difficile à médiatiser. Ça ne peut pas être plus visuel que ça. 42 personnes qui, prises de loin, même ressemblent à une météorite. Donc, on a offert cette fameuse météorite. On est en train de passer devant la Lune.
Donc on a offert ça à notre président, qui a bien sûr apprécié, qui nous a fait une lettre de remerciement. Et après, quelques mois après, grâce à une amie, on a pu être invité à rencontrer et à passer une journée avec Tom Cruise, qui bien sûr nous a reparlé de ce record qu'il a bien sûr vu et surveillé parce qu'il est adepte et c'est un très grand parachutiste. Et il fait d'ailleurs beaucoup de bien à notre communauté, il est très respecté. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des JO, vous avez été, Greg, je crois, porteur de la flamme du côté d'Antibes, oui, il me semble. Ça aussi, très gros belle expérience olympique. Mais très important pour, voilà, toujours encore une fois, pour faire la promotion de notre sport. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je ne pouvais pas choisir ma journée. Ça allait être attribué un petit peu en last minute, mais c'est tombé le 18 juin. Donc ça, par contre, c'était le bonus, parce que le 18 juin, voilà, c'était la commémoration, l'appel du général de Gaulle. C'était clairement le symbole des parachutistes, donc c'est très bien. Pour l'officier de réserve dans l'armée française que vous êtes, c'était forcément, j'imagine, Parfait. important. Et pour l'avenir, pour les projets, j'ai ouï dire, mon oreille indiscrète a eu écho d'une volonté de retourner au-dessus des pyramides de Gizeh, il me semble. Retourner parce qu'on a des images assez fraîches en compagnie de Jean-François Clairvoy, astronome que l'on ne présente plus, de vous du côté de l'Égypte. Qu'est-ce qui se trame là dans ce côté toujours esthétique, voyage, que vous aimez mettre en avant pour promouvoir aussi votre discipline? Alors effectivement, les pyramides d'Égypte, c'est un truc incroyable qui nous est tombé dessus après notre titre en Australie. On a rencontré... Ça, c'était fin 2023. Oui, on a rencontré donc un Égyptien qui nous a dit « Écoutez, moi je vais organiser un événement international et on va sauter au-dessus des pyramides d'Égypte. » Quand il nous a dit ça, on a dit « Oui, bien sûr. » Voilà. Oui, tu rêves, oui, bien sûr. Vas-y, continue ton... Et effectivement, on a été invités dans la foulée à venir sauter au-dessus des pyramides, ce qui est complètement incroyable. Pendant quelques jours, ils ouvrent cet espace, ce couloir aérien, pour qu'on puisse être littéralement dropé au-dessus. Et on se pose devant Képhren, celle du milieu avec le petit chapeau. Et c'est complètement phénoménal de pouvoir faire ça. C'est vraiment très émouvant de se retrouver sous voile à venir côtoyer ces piliers de l'humanité. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, depuis, chaque année, à la même période, donc début novembre, on est conviés à retourner là-bas et puis encadrer des groupes de sautants ou partager notre passion avec des gens extraordinaires comme ici Jean-François Clairvoy, qui est capable de sauter seul, mais bon, ça faisait longtemps, donc on lui a mis on l'a mis en tandem. Et c'était vraiment magique de pouvoir partager ces instants avec lui. Et surtout qu'il les avait observés depuis la station spatiale. Je crois que c'était la première chose qu'il a essayé de trouver sur Terre, c'était justement les pyramides. Donc c'était une belle symbolique de l'emmener sauter là. Très très belle anecdote. Non, c'était un beau retour. Je rebondis là-dessus. Alors lui, c'était la navette à l'époque, c'était pas l'ISS. Et d'ailleurs, il avait commenté à quel point c'était magique pour lui de voir les pyramides. Il avait été invité par le gouvernement égyptien. Et il n'avait jamais pris le temps de vraiment passer du temps. Et là, quand on l'a invité, il a dit alors là, vous cochez toutes les cases, je vais pouvoir faire un truc exceptionnel sur les pyramides. C'était un moment vraiment exceptionnel. Ouais, et je crois qu'il y a l'idée d'aller encore un petit peu plus haut qu'au-dessus de Képhren, peut-être le plus haut sommet du monde, c'est ça, l'Everest Alors celui-ci, voilà, projet perso, vous êtes vraiment très bien renseigné. Non mais projet perso, effectivement, j'arrive à 10 000 sauts. Alors bien sûr, symboliquement, c'est énorme d'arriver à 10 000 sauts. Je cherchais un truc vraiment particulier, parce qu'on a la chance de vivre déjà des choses très très exceptionnelles. Donc, mais il n'est qu'à 8800 mètres. Ouais. Et du coup, j'ai eu cette idée-là. Ah, si on arrivait à faire un saut sur l'Everest, ça serait formidable. Donc c'est évidemment très compliqué, très difficile. Il faut plein d'autorisations, il faut du matériel très, très spécifique. On ne pourra pas utiliser nos parachutes normaux, il faudra des parachutes spéciaux. Enfin, il faut de l'oxygène, tout est très compliqué. Et Comment on peut descendre aussi, d'ailleurs, de cet endroit-là? Nous, on va rester en fait à 4000 mètres. D'accord. On décollera de 4000 mètres, on montera à 8000, donc on ne sera pas tout à fait. Là, c'est au sommet. Vous le dites à personne. Mais on sera pas, effectivement, ce qui prouve que c'est un mont qui est absolument incroyable, qui est quasiment à 9 km de haut. Donc on ne sera effectivement pas tout à fait en haut, mais physiologiquement, ça serait prendre beaucoup de risques que de monter à 9000. Donc on va pas le faire, donc on va sauter nous de 8000 et se poser à 4000. Donc il y aura une chute libre de 25-30 secondes et puis surtout se poser à 4000 mètres, ce qu'on n'a jamais vécu. Il faut des voiles très très de grande envergure, ouais, c'est spécial. Ouais, c'est un gros chantier qui pourrait se concrétiser dans l'année 2025 ou... Non, c'est là, parce qu'il faut que ça colle. C'est plus que congrès. C'est dans un mois. D'accord, donc là vous ralentissez le nombre de sauts pour que ça fasse vraiment 10 000. Hein.
Non, c'est le contraire. Là, il faut que j'en case une trentaine. Magnifique la symbolique en tout cas, donc c'est une actualité brûlante en fait. C'est ça. Vous concernant et on aura l'occasion de vous recevoir pour parler de ce 10 millième. Je suis sûr qu'on Avec aura plaisir. les images et ce jour-là, une séquence qui consacre notamment nos champions français dans tous les univers sera là pour ça. Vous élargissez encore l'horizon des possibles. Je crois que c'est le titre d'un livre qui sort très bientôt, le 23 octobre pour vous Karine. Tout à C'est fait. le dernier de vos bébés ça. Oui, c'était un long projet qui a pris naissance vers le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire à ce moment-là. C'était une période propice à l'introspection. Okay. Et c'est vrai qu'on m'a lancé un petit peu ce défi. Il n'existe pas grand-chose sur le parachutisme pour le grand public. Avec tout ce que tu as vécu, je suis sûre que tu as des choses à nous raconter. Donc c'est un ami qui m'a lancé ça en disant « Allez, écris un livre ». Je dis j'ai rien d'autre à faire en ce moment, donc pourquoi pas. Et donc je me suis lancée dans l'aventure et comme tout ce que j'entreprends, j'aime bien le mener jusqu'au bout. Le voici, le voilà, bientôt. Et donc le titre c'est L'horizon des possibles. Et je retrace un petit peu ma carrière de parachutiste, de la découverte jusqu'à justement ces sites un peu incroyables et puis tous les records aussi où j'essaye d'emmener les gens à vivre un petit peu ce qu'on peut ressentir, puisque c'est quelque chose de très méconnu. Je crois même que vous rembobinez à l'époque où vous envisagiez architecte d'intérieur d'ailleurs. Oui, hein, c'est ça la première carrière liée au dessin, tout ça. Vous aurez compris que ces champions, ils ont de la suite dans les idées. C'est un full-time job pour vous que de faire connaître votre discipline. On vous remercie d'avoir fait escale sur Sport en France aujourd'hui pour nous la faire découvrir et nous donner quand même beaucoup de rêves et de frissons. C'était très agréable de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Merci à ceux et celles qui ont permis aussi cette émission en coulisses. Pierre, Clément, on n'oublie pas également Baudouin, Louis qui nous accompagnait et puis Julien, notre chef d'édition, tout comme Sandrine qui nous a permis de croire qu'on était encore bronzés en ce début d'automne. Merci à eux également, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous restez fidèles via l'appli et sportenfrance.com. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.